Alors, comme je t'avais promis, on va parler aujourd'hui de la honte toxique. Et en particulier, je vais m'appuyer sur les travaux de John Bradshaw sur la honte toxique, puisqu'il a fait de gros travaux pour vraiment expliquer ce que c'est que la honte, l'origine de la honte, les différents masques de la honte, les symptômes de la honte toxique. On va trouver aussi les structures familiales honteuses, dysfonctionnelles, comprendre en fait ces mécanismes-là et le processus de guérison selon Bradshaw. Et puis, évidemment, je parlerai aussi de ma propre expérience, parce que si comme moi, en fait, tu as eu très souvent le sentiment d'être une grosse merde, de te répéter que tu ne vaux rien, que tu as même ce sentiment d'être une honte pour les autres, d'être un poids, un fardeau, que tu te demandes ce que tu fous là sur Terre, que les autres seraient mieux sans toi, eh bien, derrière, il y a cette honte toxique. Et moi, personne, en fait, dans ma famille ne m'a appris à distinguer le fait de faire une erreur, d'accepter de faire une erreur et le lien à l'estime de soi. Et là aussi, je ferai un focus un peu précis sur un type de personnalité euh, qui est, à mon sens, la caractéristique même en fait de la personne honteuse, mais qui ne se reconnaît pas et qui n'a pas conscience en fait qu'elle porte la honte et qui va attaquer les autres pour ne pas percevoir, pour ne pas ressentir en fait la honte. La honte, j'ai envie déjà de commencer par là. La honte, c'est une émotion humaine naturelle. Elle est là pour faire respecter les règles. Elle est là pour dire si justement, pour faire la distinction entre euh, ce qui est dans les valeurs du groupe, elle nous permet aussi de travailler cette notion de juste, oui, si tu fonctionnes comme ça, il y a un cadre, et ben si tu respectes le cadre, alors, eh bien, tu respectes le cadre, très bien. Si tu ne respectes pas, eh bien, la honte va permettre justement de prendre conscience que, ah, bah, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur, et c'est ça qui va permettre de réajuster, de dire, ah bah tiens, la prochaine fois, bah, je respecterai les règles. C'est par exemple l'exemple d'un client que j'ai eu il y a quelques temps qui va dans un gîte et comme il a justement cette problématique d'un enfant libre qui n'a pas eu de cadre, eh bien, il est rentré chez les personnes qui l'hébergeaient sans même sonner. Et voilà, c'est très intrusif en fait. Euh, et quand le propriétaire est arrivé, bah, lui a fait les gros yeux, lui a dit que bah, non, il ne devait pas rentrer comme ça chez les gens. Eh bien, typiquement, il a ressenti ce sentiment de malaise et c'était nécessaire pour lui faire comprendre que là, il avait transgressé une règle. Bah non, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Et ça, c'est la honte saine. La honte toxique, c'est quand on vient rajouter des éléments. Ça peut être des éléments non verbaux aussi, hein, c'est un ton. C'est non, mais ça pourrait être un truc du genre non, mais vous êtes con ou quoi? T'as vu? Enfin, ça se fait pas. Mais pourquoi vous faites ça? Et de rajouter des éléments qui va dire, mais qui fait ça, par exemple? Tu vois, ça serait le truc de, mais qui fait un truc pareil? Faut être con ou quoi? C'est le genre de réflexion euh, que l'on pourrait entendre, ou même une froideur qui renvoie à l'autre que vraiment, on ne comprend pas ce qu'il fait et que c'est complètement indigne. Et donc, l'enfant va recevoir dans ses cellules, et c'est quelque chose, la honte, j'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est une énergie, c'est une fréquence, en fait. Ce n'est, pour moi, c'est plus qu'une émotion, et c'est là l'apport que je voudrais rajouter, en fait, dans cette vidéo par rapport à toutes celles qui sont vraiment super bien faites sur Internet, c'est de comprendre qu'il y a une fréquence de la honte.
et que l'on porte cette fréquence-là, et là, je fais le lien avec la vidéo précédente sur la prophétie des Andes où je parlais des émotions et de l'aura. La honte, voilà, c'est comme si on était entouré de honte et que on le, on le vibrait. On le vibrait et donc du coup, c'est ce qui va faire que l'on va attirer à nous des situations où on va revivre ça encore et encore jusqu'à ce que cette honte soit mise en lumière. Alors, l'origine de la honte toxique, elle naît dans l'enfance lorsque les besoins fondamentaux, amour, sécurité, reconnaissance, sont niés ou conditionnés. On est clairement là dans le traumatisme de négligence. Les parents, très souvent eux-mêmes honteux, évidemment, qui ne veulent pas le voir, transmettent leurs blessures par le contrôle, la critique, l'humiliation, le perfectionnisme et l'attente de perfectionnisme ou le désintérêt émotionnel, les secrets familiaux, les addictions, la violence, la double contrainte ou les injonctions contraires. C'est fais ça, je te dis de faire ça, mais si tu le fais, je te dis de faire autre chose. Et alors là, ça rend fou en fait. L'enfant apprend alors, tel que je suis, je ne suis pas acceptable. Et donc, il va devoir développer, on va y revenir, un faux self pour survivre. Alors, à ce stade, j'ai vraiment envie de faire un petit aparté sur un type de personnalité. Dans le process communication, il y en a plusieurs. Il y a 6 types de personnalités et il y en a un qui, pour moi, correspond complètement au profil type de la personne qui porte une honte très profonde. C'est le type persévérant. La question existentielle du type persévérant, c'est suis-je digne de confiance? Mais si on va plus loin, c'est vraiment suis-je digne, tout court en fait. Suis-je digne d'exister? Suis-je digne de prendre ma place? Et là, on va retrouver toutes les blessures liées, ce que l'on appelle aux failles narcissiques. Et donc, ce type de personnalité, c'est ce qui est intéressant, à mon sens, de pouvoir faire le pont. C'est le stade numéro 3 en fait, de l'évolution, celui qui se situe entre 18 et 36 mois. C'est le stade justement de la confiance de l'autorité. À 2 ans, l'enfant va expérimenter la confiance dans l'autorité que représentent ses parents. C'est le moment où l'enfant commence à sortir du nid maternel et se confronte au monde et à la dure réalité. Si la phase est réussie, si les parents jouent leur rôle et protègent l'enfant en lui permettant justement de bien comprendre qu'il existe des limites, que ça il peut faire, ça, il peut pas faire, et des dangers qui existent, sans se sentir terrorisé et sans se sentir humilié s'il n'y arrive pas, alors l'enfant va être rassuré et pourra alors intégrer la notion de peur et la dépasser pour continuer à faire des expériences sans se mettre de la pression de la réussir. Il aura compris que, en fait, faire des erreurs est nécessaire pour son évolution. Et adulte, il sera conscient, du coup, de sa peur, mais il pourra l'exprimer, la dépasser sans violence, parce qu'il saura que s'il fait des erreurs, de toute façon, il en apprendra quelque chose. Ça, c'est le stade idéal. Oui, sauf que dans notre société, la notion d'erreur, souvent, elle est perçue comme une faiblesse. Et la problématique, c'est justement pour un persévérant d'avoir eu des parents avec des comportements sur ou sous-protecteurs qui a placé l'enfant dans l'incapacité de gérer l'inconnu et de faire, du coup, des erreurs, de faire ses expériences. Quand l'un des parents est surprotecteur et l'autre sous-protecteur, c'est aussi une source de forte insécurité, car l'enfant ne sait pas sur quel pied danser. Et donc, du coup, c'est là où, en fait, il ne va pas passer à l'action parce qu'il y a trop de dangers. Il doute, c'est la confusion. Il y en a un qui lui dit vas-y, l'autre qui lui dit non, on n'y va pas. Comment veux-tu qu'il y arrive? Les comportements parentaux surprotecteurs empêchent l'enfant de faire ses expériences et c'est ce qui fait que l'enfant va rester accroché à ses peurs et à la honte. Derrière, il y a la honte de ne pas y arriver, la honte de ne pas être assez courageux, etc. Les parents sous-protecteurs, l'enfant va devoir du coup
va être amené à prendre des risques. C'est un enfant qui a été complètement, qui est laissé à lui-même. Et là, va y avoir une énorme insécurité. Et vraiment, je te demande de bien entendre ça. Ça génère beaucoup d'insécurité chez un enfant, en fait, qui doit comprendre le monde sans avoir de carte, sans avoir de référentiel. Tu imagines? C'est comme aller dans la jungle, sans personne, sans guide. C'est hyper flippant. Donc, l'enfant va être amené à prendre, à faire des décisions, mais il n'a pas de radar et il va prendre des risques. Et du coup, il va jouer à des jeux dangereux, mais du coup, ça va lui générer beaucoup de souffrance et parfois, justement, de la honte pour en avoir rencontré quelques-uns. Il y a beaucoup de honte, justement, eh bien, d'avoir mal tourné ou d'avoir fait des expériences. Et c'est mon cas aussi, hein. Ça peut même se faire en termes d'adultes, à un moment donné d'adulte, quand justement cette phase-là eh bien, n'a pas été développée, tu peux te retrouver à faire ce que j'appelle une période d'adolescence un peu retardée, où tout d'un coup, tu as une espèce d'impulsion de vouloir prendre des risques, de, d'aller vraiment fréquenter les limites et de faire des choses qui, justement, ne sont pas dignes, sont limites, borderline. Ça peut être rapport à la drogue, ça peut être dans les addictions, ça peut être la sexualité, ça peut être plein de domaines, mais tu en ressors un sentiment de ne pas être très fier de toi, en fait. C'est vraiment un sentiment de dégoût, même parfois de soi, et tu te rends compte que, waouh, mais pourquoi j'ai été ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et parfois, tu rencontres même des personnes qui te renvoient, qui te mettent face à cette honte. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que le type de persévérant, il vit dans cette peur-là et il vit justement les deux facettes de la peur, à savoir le côté réprimé, donc de la honte, j'ai honte et donc du coup je ne fais rien. Et de l'autre côté, c'est j'ai honte, mais en fait je mets un masque, je veux faire croire que tout va bien, et ça on le verra après, tout va bien, je vais bien. Et ça, c'est souvent en fait une posture, on va dire, de manière caricaturale. Les femmes sont plutôt en train de s'auto-flageller et les hommes sont plutôt en train d'essayer de chercher des moyens en fait de masquer en fait la honte. Et le driver du type persévérant, donc le driver, c'est un message contraignant qui a été reçu dans l'enfance comme une injonction et qu'il porte à l'intérieur de lui, qui se répète à longueur de journée, c'est sois parent parfait. Ça veut dire tu dois être parfait, tu dois pas faire d'erreur, tu dois réussir du premier coup. Et du coup, c'est le parent qui projette ça sur son enfant. Moi, je suis pas parfait, mais je te demande d'être parfait parce que si tu es parfait, alors du coup, je suis parfait. Voilà un petit peu le modèle parental. Euh, pour ne pas avoir mon imperfection, et ça vraiment, là on est vraiment dans la névrose, euh, on ne veut pas voir sa propre névrose, alors on va projeter sur l'autre le problème. Comme ça, on a l'impression que finalement, moi, je vais bien. C'est le principe aussi du bouc émissaire. Bouc émissaire, dans son origine, on va mettre tous les problèmes, toutes les hontes de toute l'humanité sur un bouc et on tue le bouc, comme ça, on se débarrasse, on enlève le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà un petit peu, tu vois, le modèle. Alors, à la fois, ce qui est intéressant, c'est que quand on dépasse le, justement, qu'on arrête de vouloir de, on va dire, on arrête de répondre à cette injonction et que on accepte, on fait un travail justement d'accueil de cet enfant intérieur, et ça, on va y venir tout à l'heure, mais il y a vraiment à ce moment-là euh, un chemin à faire de sortir de la tête de cette perception qu'on doit être parfait pour descendre dans les émotions. Très souvent, c'est un chemin qui peut être assez long
parce que bah, ça a généré beaucoup de souffrance. Et puis parce qu'il y a un mécanisme de survie qui s'installe avec ce que l'on appelle les faux masques, le faux self et les masques de la honte. Et là, Bradshaw identifie plusieurs mécanismes de défense typiques. Alors, il y en a un qui est hyper connu, qui est le perfectionniste, le rigide, cherche à mériter l'amour par la performance. Ça peut être justement quelqu'un qui se met énormément la pression dans son travail pour réussir, pour être parfait, qui est hyper minutieux. Dans le domaine de l'accompagnement, on a clairement le sauveur, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Je vais m'occuper des autres pour éviter de ressentir ma propre honte. Je vais essayer de sauver l'autre et quelque part, en sauvant l'autre, je contrôle aussi. Ça, c'est vraiment hyper important que derrière le mécanisme de vouloir sauver quelqu'un, donc de lui apporter des conseils, d'être gentil avec lui, il y a derrière le besoin de contrôler la relation. Et ça, c'est souvent aussi ce qui se joue entre un modèle anxieux et un modèle plutôt évitant, qui sont aussi les deux facettes de la honte. Le côté anxieux, donc qui est dans je ressens de la peur, de la honte, et donc je fais tout pour l'éviter. Et donc là, je vais rechercher de l'amour, je vais peut-être voilà, donner beaucoup d'amour, etc. Mais je suis un puissant fond. Et le côté évitant, qui est au contraire, je veux surtout pas que l'on voit ma honte. Si des fois, en fait, on me démasque, la peur d'être démasqué, alors je vais mettre l'autre un peu à distance. On a aussi le dépendant qui tente d'anesthésier la douleur par la consommation, le travail ou la relation. Et le retraité émotionnel, et là donc on retrouve le modèle un peu évitant, se coupe de tout contact profond par peur d'être vu. Alors, les symptômes de la toxique. On l'a vu, le principal euh, symptôme de la honte toxique, c'est une estime de soi, mais au niveau zéro. C'est ce qu'on appelle la faille narcissique. Alors, très souvent dans le milieu de développement personnel, on parle de l'ego, hein, qu'il ne faut pas avoir de l'ego. Et bien là, clairement, c'est typiquement la situation où le côté de ne pas avoir un ego devient un vrai problème. Il faut un ego. L'ego, c'est je suis, c'est j'existe. Donc, et ça, c'est hyper important de redonner sa juste place à l'ego. Le problème, c'est que souvent, l'ego, il est blessé. Et donc là, typiquement, dans les symptômes de la honte toxique, il y a un enfant à l'intérieur de toi qui est profondément blessé, qui a comme personnellement, ce que ses parents lui renvoyaient encore et encore, c'est une négligence, c'est une dévaloration permanente, une humiliation. On ne fera rien avec toi, tu es un bon à rien. Regarde, tu n'es pas comme les autres. Regarde-toi, tu as l'air de rien. Fais comme si, fais des efforts. Ça, c'est aussi souvent un message euh, parce que, eh bien, on ne te comprend pas et parce que on ne te comprend pas, du coup, on te condamne. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'amour et toi, tu dois vivre sans amour, sans attention, privé de tout. Tu es seul au monde. Et très souvent, ça se rejoue même dans la justice, le lien à la justice, puisque le lien à la justice, c'est aussi la loi. Et la honte, c'est cette notion de frontière. Qu'est-ce qui est dans la loi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et très souvent, quand tu as cette blessure très profonde de la honte toxique, tu te retrouves intriqué dans des problématiques financières, dans des problématiques de justice, comme pour t'obliger à aller comprendre l'origine
en fait. Et l'origine vient de la toute petite enfance. Tu te rends compte, une situation, par exemple, d'usurpation d'identité, c'est du vécu. Usurpation d'identité, donc là, typiquement, l'univers m'envoie, je n'existe pas, puisqu'on prend mon identité et en plus, on me demande de payer des dettes, des crédits que je n'ai pas fait. C'est du vécu. Et là, clairement, si j'avais eu justement un peu plus d'éveil et de conscience, j'aurais commencé à chercher le lien. Qu'est-ce que l'univers était en train de m'expliquer? Eh bien, il était en train de me montrer eh bien, que je portais cette honte toxique et qu'il était temps pour moi de la travailler. Donc, auto-jugement constant, sentiment d'infériorité ou d'imposture. Là, on est clairement. Et le pire, c'est que quand il t'arrive des trucs comme ça, donc tu subis une injustice, tu subis quelque chose, et en fait, toi, au lieu de dire bah non, c'est pas moi, de te défendre et voilà, de vraiment défendre ton territoire, tu es en train de dire bah, je suis qu'une merde, qu'est-ce que j'ai fait, Euh, et tu t'écroules. Donc c'est vraiment derrière, il y a souvent un effondrement identitaire. Le deuxième symptôme de la honte toxique, c'est une énorme difficulté à recevoir l'amour ou les compliments. Là, il y a vraiment un souvenir que j'ai d'un d'un travail que j'avais fait en danse-thérapie où j'étais au milieu et puis j'avais toutes mes camarades qui étaient en face et qui devaient me renvoyer un miroir, positif ou négatif. Et là, c'était bluffant parce que tout le négatif, mais alors là, je le voyais et il m'arrivait en pleine tronche. Mais toutes les autres personnes, qui étaient une majorité, qui me renvoyaient tout l'amour, tout ce que je faisais de bien, voilà, tout l'amour qu'elles portaient pour moi, eh bien, c'est comme si n'arrivais pas à le prendre. Je n'arrivais pas à le mettre dans mon système. Comme si mon système se disait non, c'est pas pour moi, je ne mérite pas. Donc là, ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre, parce que forcément, ça va avoir énormément de difficultés dans le couple. L'intimité, la relation à l'intimité est très compliquée, puisque en fait, tu portes une croyance très profonde que tu n'es pas digne d'amour, que tu n'es pas digne tout court, que tu es qu'une grosse merde. C'est un peu l'image d'être une pomme pourrie, quoi. Hyper contrôle ou perfectionniste chronique. Donc voilà, tu vas te mettre la pression, quoi que tu fasses, il faut que tu en fasses des tonnes. Donc là, c'est clair que et tu es forcément sujet au burn-out. Peur d'être découvert ou d'être démasqué. On est pleinement dans le syndrome de l'imposteur, avec en plus ce sentiment d'être coincé, puisque quand tu es par exemple dans un métier, dans une position hiérarchique ou même dans un couple, au moins, voilà, ça fonctionne. Euh, on t'accepte, plus ou moins, mais voilà. Et donc, il y a cette peur de changer, parce que si tu changes, tu as l'impression que de toute façon, tu ne retrouveras jamais quelqu'un d'autre, que personne ne voudra de toi, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a vraiment cette idée que, ouais, il n'y a personne qui voudra de toi. Là, on est pleinement dans le principe de la honte. Relation fondée sur la dépendance ou la domination, évidemment, puisque tu es qu'une grosse merde, donc du coup, les autres profitent de toi et tu te retrouves dans des relations vraiment tordues ou même là, j'ai l'exemple d'une cliente récemment qui me disait qu'en en fait, il lui avait tout donné. Elle lui a donné même son appartement. C'est un truc de malade parce que au fond d'elle, elle avait une telle sentiment, une telle sensation de ne rien valoir que pour elle, l'argent, c'était une façon de se donner de la valeur. Donc là, on peut un petit peu comprendre le mécanisme de la prostitution. Et sachant que un des, une des racines, en fait, de la honte toxique est l'abus. Donc, si tu te reconnais dans cette vidéo, eh bien,
ça peut être aussi intéressant de creuser cette histoire d'abus dans l'enfance. Il faut savoir que beaucoup de femmes et d'hommes portent cette blessure de l'abus, mais eh bien, là encore, il y a une telle honte de ça, et là, c'est vraiment un mécanisme très... euh, un truc de fou, mais c'est toujours celle ou celui qui subit qui porte la honte. Et d'ailleurs, c'est aussi souvent parce que l'adulte a utilisé des mécanismes de honte pour arriver à ses fins. Si tu ne réponds pas à mon désir, alors tu n'es pas un gentil garçon, tu n'es pas, je ne vais plus t'aimer, surtout quand c'est dans le milieu familial. Mais voilà, ça c'est vraiment hyper important de voir le lien, et je ne l'entends pas souvent dans les réseaux, le lien entre la honte toxique, ce sentiment d'être vraiment une grosse merde, et l'abus. Alors, l'abus peut prendre plein de formes, ça peut être aussi un abus de pouvoir, pardon. Ça peut être un abus de pouvoir, et ça peut être ouais, le fait justement d'obliger quelqu'un, mais on est encore dans l'abus, quoi, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Et très souvent, justement, une fois adulte, on va avoir une énorme difficulté, ça c'est un autre symptôme, c'est la grande difficulté à poser des limites, à dire non, à poser son territoire. Donc, on va vivre encore et encore des situations où on va être challengé là-dessus. Euh, Hyper contrôle, oui, peur d'être découvert, relation fondée sur la dépendance et la domination, dissociation émotionnelle. Ça, c'est clair. Ça, c'est un des symptômes qui fait que justement, eh bien, on a du mal à s'opposer. Si l'autre utilise, et c'est, encore une fois, c'est une histoire d'énergie très souvent. Et je l'ai vécu tellement souvent que j'aimerais vraiment faire passer ça, c'est qu'il y a des personnes, et souvent elles sont porteuses aussi de la honte, mais du coup, elles, dans le côté opposé, elles ont un excès de confiance. On est clairement sur des personnages du type euh, tous les gros dictateurs, les présidents, etc., qui affirment haut et fort leurs convictions, etc. On est vraiment dans le côté persévérant, qui affirme j'ai raison, c'est ça et c'est pas autrement. Et du coup, même dans les coachs, on a certains profils comme ça qui vont jouer sur le fait que, ah, mais c'est normal que tu doutes. C'est justement grâce à mon accompagnement que tu vas plus douter. La preuve. Si tu doutes, c'est la preuve, en fait, qu'on est en train de toucher quelque chose de profond, et que tu dois dépasser. Et là, il y a clairement une intrusion. Tu dois dépasser, en fait, ce sentiment de peur pour pouvoir passer à un autre niveau. Mais là, clairement, la personne ne donne pas le choix. Elle pousse et elle, elle impose. Elle impose son point de vue. Et donc ça, c'est vraiment hyper important quand tu sens que quelqu'un ne te propose pas, mais t'impose. C'est waouh, non, stop, red flag, red flag, red flag. Vraiment, c'est super important. Et on y viendra. Ça fait partie d'ailleurs de des messages et du cadeau mal emballé de la honte toxique. On va y venir. Les structures familiales, donc évidemment, Bradshaw décrit des familles dysfonctionnelles où la honte est systématique. Les familles rigides, c'est comme ça, c'est pas autrement. La conformité prime sur l'authenticité. Il n'y a pas d'amour dans cette famille-là. C'est tu respectes les règles ou tu dégages. Et en fait, on n'en a rien à foutre en fait de toi. Et ça, c'est une grosse blessure parce que très souvent, les personnes qui ont subi et qui subissent la honte toxique, ce sont des âmes très pures. Mais on va y revenir. Les familles chaotiques, absence de sécurité émotionnelle, c'est le bordel, c'est les hors-la-loi. J'ai aussi quelques clients comme ça qui ont vécu ça. Des familles où en fait, voilà, les parents, c'était un peu new age, on baigne dans l'alcool. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Et donc là, pour l'enfant, c'est clairement hyper toxique.
Et il peut y avoir ce sentiment de justement d'avoir honte de vivre en fait au milieu d'une famille qui est hors la loi, qui manipule, parce que toi, tu as cette conscience-là que eux n'ont pas la conscience. Et ça peut générer vraiment beaucoup de choses. Famille à secret, interdiction tacite de dire la vérité, avec, on l'a dit, les blessures d'abus, euh, voilà, des histoires d'inceste, toutes ces histoires vraiment de tabous sexuels, tout ça peut générer vraiment un sentiment de honte. On a l'exemple ici, par exemple, d'un thérapeute, André Charbonnier, qui explique que en fait, il portait cette honte très profonde, ce sentiment de ne pas être à sa place et de ne pas être digne. Et il a appris qu'en fait, que son père n'était pas son vrai père. Et bien, tant qu'il n'a pas su mettre de la vérité là-dessus, il avait ce sentiment de, de ne pas avoir de valeur. Et à l'inverse, on a les familles fusionnelles. Alors là, c'est ce que j'appelle, moi, les familles enchevêtrées. On a clairement l'image de la juive, de la mère juive, qui étouffe l'enfant et qui l'empêche justement de vivre sa vie, de couper les ponts aussi avec sa mère, de couper le cordon, et qui l'empêche de vivre ses propres expériences parce que l'enfant doit répondre en fait à un désir inconscient de la mère ou du père. Ça peut être valable dans les deux sens. Alors, le processus de guérison selon Bradshaw, qui s'articule autour de quatre grandes étapes. La première, c'est déjà de mettre un mot sur ça, reconnaître la honte. Alors, reconnaître la honte au niveau intellectuel, c'est déjà une chose, mais l'idée, évidemment, c'est d'aller la contacter à l'intérieur de soi, voir comment elle s'exprime, les voix intérieures, les comportements, les dépendances, et vraiment une façon de voir. L'idée, c'est, comme je dis toujours, de se prendre en flagrant délit, parce que la honte, elle est une fréquence et elle a une voix aussi souvent, hein. Alors, chacun va la matérialiser différemment. Chez moi, elle s'exprimait beaucoup par un mécanisme où quand on me montrait et quand on appuie un petit peu sur cette blessure-là, j'avais tout de suite, et parfois ça peut encore revenir, ce sentiment de, ouais, de toute façon, je suis qu'une grosse merde, je fais que de la merde. Voilà, je fais que de la merde. C'est vraiment, et là, ce n'est pas moi qui fais que de la merde, mais c'est l'autre qui me renvoie que je fais de la merde. Et moi, en tant qu'enfant, parce que évidemment, quand tu es prisonnière, pris dans l'émotion de la honte, tu n'as pas 30 ans, 40 ans, tu as 2 ou 3 ans. Et donc, c'est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment honteux. Tu as l'impression que tout d'un coup, tu n'existes pas et que tu n'es pas digne d'exister. La deuxième étape est donc d'aller contacter l'enfant intérieur, d'aller dialoguer. Et là, il y a un énorme travail. Moi, j'aime bien faire fermer les yeux à la personne, mais il y a besoin, dans ce cas-là, d'être vraiment accompagné parce que on va avoir besoin, pour pouvoir descendre, aller rencontrer la honte de l'enfant, on doit être en confiance. Et parfois, euh, on ne va pouvoir être amené à dialoguer et à toucher, à parler de cette question-là qu'au bout de peut-être 10 séances. J'ai fait un accompagnement avec une cliente où il y a eu le phare et puis après on a un peu continué parce qu'elle sentait qu'elle n'avançait pas comme elle voulait. Eh bien, elle a pratiquement attendu la dernière séance pour me parler en fait de cette honte-là. Ça faisait pratiquement 1 an qu'on travaillait ensemble. Eh bien, ça, on est vraiment au cœur de la blessure de la honte. Parce que parler de la honte, même avec une thérapeute, eh bien, ça demande de dépasser une énorme peur, la peur de revivre, en fait, ce sentiment de honte.
Et combien de personnes viennent à moi en me parlant de la façon dont certains thérapeutes ne les ont pas crus ou ne les a pas entendus. Et donc, même certains thérapeutes viennent continuer à appuyer. Donc là, pour moi, c'est vraiment inexcusable. Là, c'est une erreur. Il faut changer de métier, quoi. Si tu n'es pas capable d'accueillir la honte d'un client, d'une personne, eh bien, c'est que tu n'as pas fait ton travail sur toi. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce chemin de guérison, la plupart des psys n'ont pas fait ce chemin de rencontre de leur honte intérieure. Et donc, quand quelqu'un va arriver avec cette blessure-là, ils ne vont pas pouvoir la rencontrer ni la nommer, puisque bah, ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Briser le secret et la loyauté toxique, c'est évident que c'est pour ça que on a vraiment besoin d'être accompagné dans ce genre de blessure-là pour que le professionnel qui soit une figure d'autorité puisse nommer et vraiment redonner la responsabilité aux parents de dire et de redonner la confiance à l'enfant que ce n'est pas de sa faute, que non, il n'y a pas besoin, en fait, que ce n'était pas normal qu'il ait vécu ça, que les parents étaient toxiques, dysfonctionnels, que ce n'était pas une relation mature. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'enfant, du coup, peut faire l'indistinction de dire, ah oui, ça, c'est une relation toxique, ça, c'est une relation normale. Et du coup, comme de recalibrer sa fréquence intérieure. Quand on me fait ça, quand je ressens ça, je dois me protéger. Parce que là, on est en train de me réapprendre qu'est-ce qu'une relation saine. Et c'est tout le travail qui va demander justement beaucoup de confiance, beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse dans le travail pour amener la personne à se libérer de cette charge émotionnelle et de déposer et de vraiment reconnaître que, mais non, il n'y est pour rien en fait. Il n'a rien fait de mal. Et j'irais même un cran plus loin. Très souvent, en réalité, les personnes qui ont vécu la honte toxique sont en réalité des grands visionnaires. Parce que comme ils ont dépasser, ils vont avoir à dépasser des peurs, dépasser, et qu'ils ont fait des erreurs justement, eh bien, ils vont apprendre de leurs erreurs et souvent va en dégager quelque chose de plus grand, de nouveau, Et ça, on le voit, tous les grands scientifiques, par exemple, qui ont fait des grandes découvertes, souvent, leur découverte part d'une erreur. Voilà, ils se sont trompés et tout d'un coup, ting, c'est révélation. Donc, finalement, la honte peut être aussi un chemin pour, alors évidemment, travailler sur l'amour de soi, ça c'est évident, et ça c'est la quatrième étape, de redéfinir son identité, retrouver, retisser une image positive de soi, parce que, encore une fois, la grosse blessure, c'est que la honte, elle vient complètement brouiller les pistes en fait, de l'estime de soi et de la confiance en soi, mais surtout de l'identité de soi. Et donc, on va passer de je suis honteux, je me sens honteux, je me sens une merde à j'ai vécu la honte, j'ai ressenti la honte. Et là, on va commencer à juste dire, OK, je peux ressentir de la honte sans m'en sentir complètement prisonnière. Et d'apporter consciemment des valeurs de compassion, d'intégrité et de responsabilité, retrouver la capacité d'aimer et de se laisser aimer. J'aurais envie de rajouter une cinquième grande étape qui me semble vraiment hyper importante, qui est euh, que j'aurais envie de dire, que j'ai envie de nommer comme moi, je d'abord, ou avoir un nombril.
Parce que quand tu as eu cette blessure de la honte, encore une fois, ça vient toucher le domaine de l'identité et ça brouille les capteurs de qui je suis. Et donc, et pour moi, un des grands cadeaux cachés de la honte, c'est justement d'activer un yang beaucoup plus fort, de travailler sur, de transformer une grande blessure plutôt féminine de sacrifice à, au contraire, moi, je d'abord. Donc là, on va être clairement sur un travail corporel. C'est hyper important de d'aller activer l'énergie, la densité, de travailler cette notion de force, de densité, de sentiment. OK, j'ai un corps, parce que, encore une fois, la honte fait qu'on n'est pas complètement dans notre corps. On porte cette honte. Très souvent encore, il y a cette mémoire d'abus, dissociation. Je ne suis pas dans mon corps. Donc, on va travailler le côté cardio, le côté danse libre, mais vraiment le chaos, justement, l'énergie du chaos, c'est très feu. On va apporter ce feu pour remettre dans le corps. Donc là, pour moi, il y a vraiment dans le chemin de guérison de la honte, un gros travail somatique sur le rapport au corps, la relation au corps, parce que évidemment, la honte de soi, elle va aussi s'imprimer dans le corps. On a aussi, et je n'en ai pas parlé dans les symptômes, mais je reçois les informations au fur et à mesure, évidemment, des troubles d'alimentation, les troubles de comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'obésité morbide, il y a pour moi une racine commune de honte et d'abus derrière ces problématiques-là. Donc là, ou de TOC aussi, tous les TOC, très souvent, il y a derrière tout ça. Euh, des parents qui n'ont pas, qui ont posé, voilà, qui ont mis beaucoup de pression, encore une fois, des abus. Après, évidemment, je ne veux pas tomber dans la généralité, mais dans mon expérience, c'est quand même quelque chose que je vois très souvent. Euh, En dernier, j'aimerais aussi apporter le rôle spirituel de la honte une fois qu'elle est guérie. Et donc, pour Bradshaw, la honte saine permet de reconnaître notre interdépendance, notre besoin des autres, notre humanité imparfaite. Et là, on a aussi tous les travaux de Richard Rudd qui expliquent, et ça c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup, cette phrase de Suffering is grace. Et du fait que finalement, à travers nos blessures, quand on est dans des groupes de parole où on peut enfin se déposer dans notre imperfection, dans nos hontes, dans nos blessures sexuelles, etc., etc., eh bien, ça va rassembler. Euh, et que cette énergie du groupe aide beaucoup. Ce soutien mutuel va nous aider justement à retrouver la dignité et la grâce d'être simplement humain, en chemin, euh, voilà, avec cette volonté justement de devenir meilleur et de tisser des liens d'amour inconditionnel. Parce que je pense que la plupart des personnes qui vivent cette honte sont, encore une fois, des âmes, des vieilles âmes qui sont là pour faire descendre l'amour sur terre, l'amour inconditionnel sur terre. Et ces âmes-là font le choix de descendre à un niveau très très bas, en fait, de justement de non-existence pour être un moteur de quête de soi, tout un chemin thérapeutique pour révéler des talents de thérapeutes, de guérisseurs, et de pouvoir contribuer à un monde, justement, à un nouveau type de thérapeutes qui ont cette capacité d'ouverture de cœur, de générosité, et qui vont permettre d'accompagner les gens de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus humaine. Voilà ce que j'avais à transmettre par rapport à cette honte. C'est un énorme sujet. C'est un sujet
dont je me sens particulièrement euh, engagée parce que c'est mon histoire et que je l'ai vécu à tellement de niveaux, que ce soit dans le niveau familial, dans le niveau personnel, dans le niveau professionnel, que il est vraiment voilà, que c'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir proposer des espaces, d'être entendu, reconnu avec beaucoup de douceur. Il y a aussi derrière, évidemment, tout ce travail de guérison, un, un besoin d'aller se reconnecter au féminin blessé et de redonner de la dimension à ce féminin blessé et au corps, à la dimension plus corporelle, et de retrouver ensuite le chemin de la jouissance. Et pour moi, un des chemins que j'invite très souvent, une des pratiques que j'invite très souvent, c'est la danse. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt proposer certainement un cursus par rapport à ça, pour travailler sur cette honte dans la danse, pour redonner la confiance en soi, de l'estime de soi. Et à travers la danse, c'est vraiment waouh, parce qu'on se connecte à quelque chose de plus grand et qu'on retrouve justement cette connexion initiale à quelque chose de très grand et on retrouve aussi notre, nos visions, notre côté visionnaire. C'est très mystique et c'est vraiment fantastique. Donc, il y a derrière ça, derrière ce qui peut paraître très lourd, il y a vraiment un très beau cadeau. Parce que quand on guérit, alors on ne guérit pas complètement parce que voilà, plus ça va, moins c'est douloureux. Mais surtout, eh bien, on vit de plus en plus, eh bien, ce plaisir justement de cette reliance, de ces connexions, de cette solidarité entre les personnes qui ont vécu. Et ça, c'est waouh, c'est magique, c'est puissant. Et du coup, bah, ça fait oublier le reste. Tu te dis, waouh, ok, j'ai vécu quelque chose de douloureux, mais le cadeau, c'est que du coup, je peux ressentir mais des fréquences tellement hautes à l'intérieur de moi, même un émerveillement devant un coucher de soleil. Moi, tout le travail de guérison a fait que mon corps devient comme un récepteur du vivant, mais plus, quoi. Je capte tous les moindres énergies d'amour. Et du coup, plus ça va et plus je vibre l'amour. Et c'est ça le cadeau, c'est quand tu travailles sur la honte, eh bien, tu deviens vraiment une antenne d'amour. Et tu distribues et tu deviens waouh, un capteur, tu diffuses, tu rayonnes l'amour et tu n'as envie que de ça. C'est vraiment incroyable. Donc, ça vaut le coup. C'est pas. Dis-toi bien que si, en tant qu'âme, tu as choisi de venir avec cette blessure-là, c'est pas pour rien. Derrière, tu es béni des dieux en réalité, parce qu'au départ, on pense être maudite à cause de ça. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est une bénédiction. C'est pas facile à l'expliquer, c'est pas facile à l'entendre au début du chemin, mais vraiment, c'est important d'entendre ça, que ça vaut le coup. Oui, d'accord, ça va te coûter de l'espace, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'argent, mais waouh, le cadeau derrière, c'est tu vas vivre avec une intuition de ouf, tu vas, tu vas comprendre le monde, tu vas voir, ouais, c'est vraiment connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et Dieu. Donc, cette honte toxique, c'est le dernier point que j'aimerais apporter, parce que c'est la dernière information qui me vient, est en réalité une porte spirituelle d'éveil, mais tellement énorme. Et qui est, encore une fois, c'est pas un hasard que je l'ai faite juste après la vidéo sur les 9 révélations, parce que, eh bien, elle est complètement en lien avec ça.
Donc, si je fais cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est parce que je vois à quel point elle remonte en ce moment. C'est comme si l'univers, OK, maintenant on te dit, OK, ben maintenant, il faut que tu t'occupes de cette situation-là, de de cette blessure-là, parce que tu as un rôle à jouer pour l'humanité et que ce chemin que tu as, ce rôle que tu as à jouer passe par une guérison, une auto-guérison. C'est le prix à payer pour devenir toi-même une guérisseuse. Une guérisseuse se guérit, porte une blessure pour la guérir et apporter la solution aux autres, avec sa façon, avec son unicité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, J'aimerais vraiment, je serais très heureuse d'avoir vos commentaires, comment ça a vibré pour chacun de vous et comment, si vous avez aussi si vous avez suivi d'autres voies pour guérir de votre honte, qu'est-ce qui a résonné le plus par rapport à vous? Est-ce que c'est les symptômes? Qu'est-ce qui a fait un déclic? Et de vous encourager, évidemment, de me contacter pour pouvoir, eh bien, travailler sur cette blessure. J'ai j'ai différentes offres. Si vous allez sur mon site, vous allez voir, il y a le phare, mais il n'y a pas que ça. Je n'ai pas tout mis encore sur mon site. Ça va bientôt venir. Mais n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble et voir comment je peux vous accompagner. En attendant, je vous fais plein de bisous parce que vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Ça, c'est hyper important parce que ce genre de vidéo peut évidemment activer beaucoup. Il y a besoin de... Voilà, ça fait remonter beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment le moment de vous coucouner, d'écouter de la musique douce et de prendre un temps de redescendre si elle vous a un petit peu activé. Respiration, là aussi très importante. Se mettre dans un état, voilà, même dans un lit, en mode fœtus, près d'un feu. Vraiment, prenez le temps d'accueillir tout ce qui se passe après une vidéo comme ça. Je vous embrasse.